Deuxième partie de la vidéo de l'entretien avec Antoine, le patron des Lumberjacks. Pour la première partie, comme d'habitude, je vous la mets en lien ici. Et sinon, dans cette seconde vidéo, il va parler un peu plus personnellement de lui, de l'actualité de Lumberjack et de quelque chose qui lui tient fortement à cœur. Je vous en dis pas plus. Petite séquence émotion. Allez, c'est parti. On va passer un peu à la deuxième partie. Les deux dernières parties sont un peu plus courtes. Hein. S'il faut parler de moi, ça va être vachement plus court. Hein. Ouais, on verra. Tu verras que je pense que tu vas parler de toi. L'actualité des Lumberjacks à venir, du coup, est ta gamme Coffee Break. Déjà, j'ai pu voir que lors de la localisation de Karmaka en 2017, c'était à peu près ça. Ouais, à peu près. Voilà. Ouais. Tu parlais de le retravailler pour qu'il entre dans une gamme. Tu l'as énoncé quelque part. Et pourquoi vouloir t'attacher à une gamme alors qu'à l'heure actuelle, il est déjà très compliqué de sortir Peanut un Club. jeu? Tu parles de Peanut Club. Non, même à Karmaka, tu en avais parlé. Karmaka, j'avais. Ouais, t'en avais déjà parlé là. D'accord. Donc j'ai repris dans tes interviews. Carrément, ouais. Et tu en avais déjà, Peanut Club n'était pas sorti. D'accord. Et parce que c'est une vieille interview que j'avais vue et entendue. Ouais, donc j'avais déjà des idées de gamme à l'époque. T'avais déjà des idées de gamme. Ouais. Et du coup, pourquoi une gamme? En fait, ce que j'aime, c'est créer des objets, en fait. Et comme je te disais tout à l'heure avec la BD, c'est bosser le design, bosser avec les auteurs, parce que mine de rien, les auteurs, ils insufflent une énergie qui fait que l'illustrateur peut bosser derrière, etc. Mais c'est un éternel recommencement à chaque jeu. Alors c'est sympa, mais ça permet de te renouveler, ça permet de bosser avec des nouvelles personnes. Mais il n'y a pas de lien, en fait, mis à part le fait que c'est les Lumberjacks. Et comme je l'ai dit juste il y a 2 minutes, on s'en fout que ce soit les Lumberjacks. En fait, tu vois, c'est sympa pour le microcosme du jeu de société. Mais en fait, l'idée, c'est de créer une ligne de jeu qui soit toujours dans le même esprit, tel qu'on l'a décidé au tout départ, en fait. Et créer une gamme. Au tout début de la gamme, il y avait une idée carrément de faire des illustrations qui se joignaient toutes sur toute la gamme. Mais ça, c'était juste un trip, donc on a arrêté parce que franchement, c'était se mettre des bâtons dans les roues. Mais l'idée, c'était aussi d'aller jusque-là, tu vois. Donc, on va faire comme une collection de bouquins qu'on peut avoir. Ouais, et tu peux l'avoir sur la tranche, etc. Ouais. Mais bon, dans l'idée, on a fait des choix. On a dû sabrer aussi dans mes bêtises, parce que j'en ai dit beaucoup des bêtises au moment de la création de la gamme, mais j'avais des lubies, etc. Mais j'ai vu la canette dont tu parlais. Il y avait la canette, il y avait la gamme VHS aussi, c'était des boîtes VHS avec un fourreau classique. Le fourreau vient de la boîte VHS sur la gamme Coffee Break. Mais voilà, en fait, l'idée, c'était aussi de travailler sur un projet à long terme. Mais les bonnes ventes de la petite port ont fait que j'ai gagné un peu de sous sur l'année 2019, mais c'est lancé en 2018, mais sur l'année 2019, ça fait que je me suis dit, vas-y, c'est bon, je peux investir un peu d'argent sur un type de projet, sur ce genre de projet, quoi. Et voilà, et bosser en fait sur le tout début de la gamme. On avait 4 jeux avant d'avoir la format définitif de la gamme, en fait. Donc l'idée, c'était de bosser sur ces 4 jeux de manière avoir une unité, en fait, sur un projet, en fait, de plusieurs jeux. Et c'était un nouveau trip, certes, mais c'est super intéressant. Et après, il y a énormément de bénéfices d'avoir une gamme quand tu vois l'aspect 100% commercial. Non, mais c'est important de le dire, oui. Oui, carrément. Ouais, je pense qu'il y a un aspect commercial. Alors certes, il faut être vraiment réellement conscient que si tu fais un flop, les autres jeux vont pas le rattraper. C'est clair. Aujourd'hui, il y en a un qui marche pas, quoi. Mais le problème, c'est qu'il va faire du mal à ceux qui suivent. Et c'est marrant parce que Théo Rivière, qui en avait 2 dans la gamme, a voulu tester ceux qui étaient entre les 2 pour savoir qu'est-ce qui va venir entre mes 2 jeux, pour savoir en fait comment va se comporter la gamme au fur et à mesure et quelle est la qualité des jeux, savoir, parce que mine de rien, oui, il y a une qualité des jeux, il y a des bons jeux, il y en a des moins bons, il y a des ovnis certes, mais qui peuvent être bons ou pas bons, mais dans l'idée en fait c'est voir quelle était l'unité de la gamme, et lui en tant qu'auteur c'était important pour lui, donc je pense que c'est encore plus important pour un joueur. Oui, mais ce que je trouve bien dans ça, c'est que tu as su investir les auteurs, parce que tous font un peu la promotion de la gamme, les je pense qu'ils y croient tous, c'est ça qui est énorme. Et puis c'est pas des petits noms en fait que tu as dans cette gamme, c'est ça qui est... Alors le fait que ce soit pas des petits noms, au début oui,
oui, quand tu... Non mais pour les convaincre, du coup c'est beaucoup plus compliqué je pense. Quand j'ai démarché, parce que là c'est moi qui suis allé voir Bruno Catala et Bruno Feduti pour la fièvre de l'or, qu'on a rebaptisé Gold River. Je savais que je voulais le faire, mais la gamme était en discussion. Et à ce moment, on s'est dit, ça peut être top pour la gamme, ça peut être... Et après, en discussion avec le distributeur dans une dynamique commerciale, on s'est dit que ça peut être un jeu top pour lancer la gamme. Aussi parce qu'on a un Bruno Catala qui se bat bec et ongle à chaque fois qu'il sort un jeu. Mais il fait pas d'exception, c'est juste c'est un auteur qui fait le taf. Aussi après qu'une fois que le jeu est sorti. Et ça compte aussi dans choisir l'ordre des sorties des jeux. Mais il y a tout qui comptait dans la gamme, et il y a l'unité entre les auteurs. On s'est retrouvé chez Trick Track avec tous les auteurs, les illustrateurs qui pouvaient venir, mais voilà, avec le distributeur, on a fait un grand michoui le soir, etc. J'ai vu toutes ces vidéos. Ouais, et c'était vraiment top parce que, comme le dit Théo pour la première fois qu'il a utilisé ce terme-là, et je me souviendrai toujours, il dit mais super fan et vraiment très content d'avoir fait partie de cette aventure. Et au final, ouais, c'est une aventure. Tu crées une unité dans le temps et au-delà de l'objet, là, tu crées une histoire en fait. Tu crées une aventure. Et ça, c'est top. Et ouais, c'est ça qui est fort, c'est ce que vous avez réussi, outre la gamme, parce que c'est de dire, faire une gamme, ça a plusieurs vertus, etc. Mais du coup, que ça en devienne un peu une aventure, comme tu le dis, c'est... Ouais, c'est... Parce qu'il ne faut pas oublier que les éditeurs de notre échelle, enfin, les petits éditeurs, travaillent dans notre salon, quoi. Bah, tu vois, non mais c'est vrai, on travaille chez nous, là j'ai la chance d'avoir un grand bureau, mais l'idée c'est qu'on travaille tout seul à la maison, et si on peut pas avoir ce genre d'émulation-là, et en fait on s'en rend pas compte quand on le fait. C'est seulement quand on vient au salon, quand on en parle, quand on montre ce qu'on a fait. On le fait pas pour ça, mais quand tu vois que le résultat c'est ça, tu fais ah ouais mais je comprends pourquoi j'ai fait tout ça en fait. Mais parfois tu oublies pourquoi tu fais les choses parce que ça devient systématique et automatique. Et tu as besoin de ce genre de truc là en fait. Et quand tu crées un projet, là on est passé, certes à mon avis, je pense qu'on est passé à un stade au-dessus d'édition en faisant ça, parce qu'il a fallu investir, il a fallu faire des choix en amont pour l'aspect temporel aussi. On a des projets sur 2 ans parce que quand tu crées une gamme, il faut aussi penser à la suite. Il faut signer des jeux. Donc pas de manière compulsive, mais il faut en signer assez pour que ta gamme soit alimentée derrière. Tout en restant de la même qualité. De la même qualité, il ne faut pas que tu signes n'importe quoi. Magic Rabbit qui arrive en juin. Entre Magic Rabbit et le jeu que j'ai signé hier avec Bruno et Corentin, il s'est passé 1 an. J'ai pas signé un seul jeu parce que j'ai rien vu qui me plaisait. Donc tu vois, c'est pas non plus compulsif. Mais quand tu signes un jeu, tu sais qu'il va rentrer dans la gamme, tu sais qu'il va faire partie d'une unité, etc. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit souvent, maintenant, il y a 2 fois Théo, il y a 2 fois Bruno, etc. Parce que aussi, ils ont compris le truc et c'est plus facile d'avancer avec des gens qui croient au projet que d'essayer d'aller ramoter d'autres gens, etc. Donc, puis s'identifient aussi, je pense, dans votre gamme un petit peu. Je pense qu'ils s'y retrouvent. Je sais pas, faudrait leur poser la question. Je leur poserai, il n'y a pas de souci. J'en sais rien. Donc cette gamme, c'est une ligne éditoriale. Quelle est-elle exactement? On va parler un peu plus de la gamme. Qu'est-ce que tu veux de cette gamme insuffler? Quels sont les types de jeux pour les gens qui ne la connaissent pas? Savoir ce que c'est en fait. C'est du jeu familial, 8 ans et plus, pour des parties de 15 à 30 minutes, un petit peu plus selon les joueurs. On a un jeu d'enchères comme Gun River, selon les enchères telles qu'elles vont se dérouler, si tu as des mecs qui vont se tirer la bourre pendant des heures, ça peut durer 3 heures. Mais dans l'idée, c'est le problème des jeux d'enchères. Mais l'idée, c'est un jeu familial. Tu peux jouer avec tout le monde. C'est parti aussi d'une envie personnelle, comme je te disais tout à l'heure. Je sais que j'ai des potes qui sont joueurs, mais pas. Tu vois, c'est ils n'ont pas de culture ludique, ils n'ont rien. Et en fait, l'idée, c'est de les faire jouer. Mais moi, en tant que joueur un peu expert, et pouvoir continuer à m'amuser avec eux, en fait. Parce que j'ai fait des jeux avec eux qui sont sympas, mais qui me plaisent pas. Et pourtant, je m'amuse à jouer avec eux, mais c'est le fait de m'amuser avec eux qui m'amuse. Le jeu en lui-même m'apportait pas grand-chose. Et j'avais pas obligatoirement envie de faire 2 parties de suite, tu vois. Et l'idée, c'était ça. Et j'ai trouvé des jeux comme ça, à double fond, comme le dit Xavier très bien. C'est que c'est un jeu à double fond. Tu peux avoir un jeu familial et vraiment super avec tout type de joueurs autour de la table. Toi qui as testé Monster Café avec des non-joueurs, c'est passé. Mais toi, en tant que joueur, tu t'amusais autant qu'eux. Tout à fait. Et l'idée, c'est ça. Et après, tu peux très bien jouer en tant qu'expert. Et là, ça devient super. Tu te tires la bourre, etc. Mais il faut que ce soit, en fait, c'est vraiment un double niveau. Et c'est pas facile de trouver des jeux comme cela. Et tu vois, hier, j'ai testé un proto. Et le jeu était
génial. Et je lui disais, le jeu, il est tel qu'il est, il est génial, il est pour les familles, etc. Mais nous, en tant qu'experts, on va pas pouvoir se retrouver là-dedans, etc. Oui, ça rentre pas dans ta ligne éditoriale. Et voilà, du coup, la ligne éditoriale est là. La base, elle est là, c'est le jeu avant tout. Et ensuite, après, on a mis de la cosmétique par-dessus pour faire des belles boîtes, etc. Mais ça, c'est vraiment la cosmétique va servir l'objet en boutique, etc. Mais le jeu en lui-même, en fait, c'est la matière première. Et donc la matière première, c'est ça. C'est vraiment un jeu à double fond et famille, mais pas que. Du coup, je vais te laisser nous parler de tes jeux à venir, des jeux à venir de Lumberjack, de cette gamme du coup. Ouais, alors dans cette gamme-là, donc les jeux des Lumberjack, il y en a 2 qui sont hors gamme, donc je vais finir par cela, mais dans ces jeux-là, dans les jeux Coffee Break, il y a Magic Rabbit qui arrive. Donc Magic Rabbit qui était le trophée du festival de Parthenay, des créateurs du flip, dans la catégorie réflexion. Donc Magic Rabbit. Qui est un super jeu, qui est un jeu vraiment génial, un jeu en coopération, on n'a pas le droit de communiquer entre les joueurs. L'idée c'est de remettre des lapins dans l'ordre, on a 2 minutes 30, donc ça va assez vite. C'est pas de la bataille de phalange, on va pas se casser les doigts, c'est chacun son tour, on fait une action. En 2 minutes 30, on doit remettre des lapins, 9 lapins, sous 9 chapeaux, dans l'ordre de 1 à 9. Avec une action parmi 3. Et avec le jeu, là, j'ai plus qu'à expliquer les actions et t'as 80% des règles qui sont expliquées. Et l'expérience de jeu vient aussi du fait que dans la boîte, on va mettre 3 enveloppes où on va ajouter des contraintes de jeu. Parce que le jeu de base, en fait, une fois que tu as compris le système, ça marche très bien et tu rates plus des parties. Après 3-4 parties, tu réussis. L'idée, c'est une vraie introduction. Et dans cette boîte-là, il y aura 3 enveloppes et on va ajouter des contraintes. Donc, on va avoir des modes de... Il y a une des actions qui va changer. Il y a des choses comme ça. Je peux pas le décrire parce que c'est une surprise. Non, mais bien sûr. C'est une surprise pour les joueurs qui vont l'acheter. Mais l'idée, c'est qu'il y a 3 enveloppes et qui vont donner vraiment une évolutivité au jeu, mais surtout dans la complexité. Plus tu vas avancer dans le jeu, plus il va être compliqué. Donc, mais tu vas le découvrir au fur et à mesure. Au début, tu es magicien amateur, ensuite magicien expérimenté. Et quand tu es magicien de génie, là, tu vas peut-être essayer 10 fois le mode de jeu. Il faut que tu le réussisses si tu veux passer à l'étape d'après. D'accord. Et voilà. ok. Ouais. Et vraiment donc rien à voir avec les 2 premiers. Donc c'est vraiment des jeux totalement différents. Ouais. Mais toujours avec le même esprit que dont tu parles. Exactement, parce que tu peux jouer avec des enfants de 8-10 ans. Mais si tu joues entre gamers, nous on a fait une soirée justement pour casser le jeu. J'ai appelé mes potes les plus joueurs et les plus avertis. Je leur ai dit voilà, essayez de finir le jeu en une soirée quoi. Là, ils ont pas réussi. Donc ça c'est top. Donc voilà, mais voilà, donc toujours à double niveau. Donc c'est vraiment un jeu super accessible en famille. Mais vraiment tu joues avec des gamins de 8-10 ans, ils adorent, ils soulèvent les lapins, ils essaient de se mémoriser. C'est un memory t'as besoin de 10 secondes de mémoire. Ouais, tu vois, c'est pas non plus. Parce que après t'as une autre action qui fait que tu dois penser à autre chose. Mais quand tu joues avec des bons joueurs, ça passe. Et donc après ça, il va y avoir en 2021. Oui. Donc là, parce qu'après celui-ci, il va y avoir un autre jeu à la fin de l'année. C'est Trek 12, limite, on va faire plutôt de manière chronologique. Trek 12, qui est un jeu de Bruno Catala et Corentin Lebras, qui est, pour la première fois que je l'annonce, donc ça viendra après Cannes, mais un Roll and Wait. Encore un autre type de jeu. Mais encore un Roll and Wait. Et justement parce qu'il est vraiment différent, et il y en a plein qui pourront me voir parler et qui diront mais il avait dit qu'il ne ferait jamais de Roll and Wait. Et là pour le coup il a vraiment quelque chose de vraiment différent, c'est que c'est un Roll and Wait évolutif. Donc à deux niveaux. Le premier niveau c'est que tu vas devoir faire, alors tu peux très bien jouer avec ta feuille, faire ton Roll and Wait, celui qui fait le plus haut score gagne, etc. Ça marche très très bien. D'ailleurs quand ils me l'ont présenté c'était ça, et ça marchait super bien. Le mode de jeu est super simple. Bruno a joué avec des personnes de 80 ans, moi j'ai joué avec mon fils de 8 ans, ça marchait très bien. De 10 ans, il a grandi. Mais avec de 10 ans, et ça marche très très bien. Mais au-delà de ça, je leur ai dit, ouais, mais moi j'aimerais bien tester une nouvelle expérience. Je leur ai dit, si ça vous dit, est-ce qu'on tente ça? Et oh ouais, grave. Et puis là, ils sont partis comme en 40. Et en fait, ce jeu-là, Trek 12, qui va être rentré typiquement dans la gamme Peanut Club Karmaka, une gamme 22 €. Tu fais 3 parties de suite, tu fais une ascension. En fait, l'idée de Trek 12, en fait, c'est que tu fais une ascension d'un sommet dans la montagne. Tu dois faire des liens entre les chiffres, etc. Mais ils ont créé un mode de jeu, 3 parties de suite, où tu fais l'ascension d'une montagne entière avec plusieurs sommets. Et tu as un lien entre les parties qui fait que tu vas gagner l'ascension finale
ou pas. D'accord? Mais si tu as perdu la première, ça veut pas dire que tu vas perdre la partie. Donc déjà, tu as un lien entre les 3 parties. Tu vas pouvoir avoir dans ce mode-là des petits objets que tu vas trouver dans la montagne, des piolets, des tentes, etc., qui vont t'aider dans l'ascension. Et à un niveau encore au-dessus, il va y avoir en fait, le jeu va évoluer au fur et à mesure que tu vas le jouer. Pas obligatoirement avec les mêmes joueurs. Mais il va y avoir 9 enveloppes, et dans ces enveloppes-là, en fait, on va rajouter du gameplay. On va rajouter des accessoires, on va rajouter des trucs. Donc on va faire une partie tous les deux, on va ouvrir 2 enveloppes, mais je vais utiliser ce nouveau matériel avec les gens avec qui je vais y jouer les parties d'après. Et au fur et à mesure, le jeu va évoluer en fait. Ah, excellent. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment en fait un concept qui s'est pas fait dans le milieu des roll and white, toujours en gardant à l'esprit que c'est un roll and white et il faut que ce soit vraiment cool en 10 minutes. Quoi. Oui, facile à jouer. Facile à pratique. jouer. Voilà. Juste du coup, Trek 12. Alors Trek 12 parce que dans le jeu, il y a une contrainte qui est que dans une bulle, tu peux pas mettre plus que 12. C'est premier de cordée dont parlait C'est Bruno. premier de cordée, ouais, c'est exactement ça, c'est ce jeu-là, ouais. D'accord. C'est ce jeu-là, ouais, avec lequel on a un petit peu rigolé sur ta première vidéo. C'est ça, et pas mal de personnes posaient j'ai revu Bruno sur le festival, et beaucoup de personnes lui posent mes premières cordées, c'est quoi et tout. Donc c'est Trek 12. Ça va devenir Trek 12. Voilà, donc ça va devenir Trek 12 et 12 parce que dans le jeu tu ne peux pas mettre un chiffre plus haut que 12 alors que tu as la possibilité de le faire avec les dés que tu vas avoir. D'accord. Donc voilà, c'est une limite en fait, et en gros, et puis même il y aura d'autres limites fonction du jeu, mais la vraie limite c'est 12 quoi. Il sera pas dans la gamme Coffee Break celui-là. Non, ça, regarde, on voulait, on a beaucoup réfléchi, et en fait ça voulait dire on pouvait mais le rentrer au chausse-pied quoi. Ouais, voilà. Donc c'est au détriment du matériel, de l'expérience ludique et tout, et en fait on a vraiment envie que le jeu soit complet, entier, et de se donner les moyens de le faire. Donc hier au moment de la signature, on s'est dit on fait vraiment un jeu à part. Donc voilà. Donc il sortira pour Noël, en septembre. Et il y a des chances que Peanut Club revienne au format Coffee Break à ce moment-là. Donc ce sera pas une sortie à part entière parce que le jeu les gens le connaissent et tout, mais là maintenant les stocks sont vides. Donc on va laisser les boutiques finir leur stock du format actuel et on va revenir avec un nouveau format Coffee Break en fait. Donc voilà. Et donc pour Noël, parce que c'est un jeu qui a très bien fonctionné sur les 2 Noëls qu'il a fait, et d'ailleurs le deuxième je crois même a été meilleur que la première année, donc vraiment une super nouvelle. Et l'année suivante, il y a 2 jeux, donc un avec Bruno et Théo. Donc on l'avait annoncé chez Trick Track, c'est Marshmallow, et qui lui va sortir au printemps. D'accord. 2021 du coup. 2021, ouais. Et donc oui, d'abord, excuse-moi, il y a 2 jours, mais bon, je reviens après, c'est pas grave, ça sortit en janvier. Donc celui-là, il était normalement à la fin de cette année, on l'a décalé parce que la thématique, en fait, on joue un groupe de randonneurs qui part faire un feu de camp et qui mange des marshmallows autour du feu. Et l'idée, c'est qu'il y a une horde de petits animaux zombies, etc., qui arrivent et qui ont envie de manger des marshmallows aussi. Mais en fait, les marshmallows, c'est pas faire des vrais marshmallows. En fait, ils veulent faire des marshmallows avec notre cerveau, quoi. La matière première n'est pas la même. Donc c'est un jeu familial. Tu tapes le carton, typique des jeux type Uno, le trou du cul, etc. Et en fait, tu tapes le carton, mais avec quelques petites règles vraiment super bien senties parce que assez agressive. Et c'est agressif en fait. En gros, tu te fais pas que des copains, ce qui est tout à fait normal. Donc, tu as une horde de zombies, il faut que tu te débarrasses des zombies que tu as dans la main en fait. Et donc voilà. Et typiquement, le jeu pour les vacances d'été, etc. On a thématisé en plus le truc comme ça. Et juste avant Cannes l'année prochaine, il y a Dojo, un jeu de Antoine Boza, qui a été déjà édité il y a quelques temps déjà. Que des petits éditeurs en fait. Que des petits auteurs, pardon. Dojo, en fait, j'ai testé quand j'ai fait la radio des jeux chez eux. Ouais. Et donc le soir, Antoine qui nous fait tester des jeux et je suis arrivé là-bas, ils étaient en train de jouer à Discovery, c'est le jeu de découverte. Et ensuite, après, il a dit on fait des plus petits jeux. Et donc, on a testé Dojo qu'il était en train de remanier. Je fais, mais il est génial ce jeu. Et en fait, j'étais en train de construire la gamme Coffee Break à ce moment-là. Et ça correspondait carrément. Et c'est un jeu qu'il avait fait. Il y avait un système de scoring qui était assez lourd, assez complexe. Et finalement, parfois un peu ingrat pour certains joueurs qui n'avaient pas pu faire des choses qui étaient impossibles. Et il a revu tout ça. Et le jeu devient vraiment super fluide, super familial. Mais avec une toute petite part de bluff qui fait qu'au début, tu peux te défier, récupérer les cartes et tout. Donc, en tout cas, récupérer des jetons bonus, c'est vraiment super malin. Et ça, c'est pareil. En fait, cette gamme-là, c'est la gamme coup de cœur. Tous les jeux que je fais en fait sur ce jeu-là, c'est des petits coups de cœur que j'ai eu à chaque fois. C'est vraiment un coup de cœur. Donc, lui, il sort en janvier 2021 et Marshmallow juste après. D'accord. Et pour clore l'année 2021, on a un projet qu'on bosse déjà depuis plus d'un an et demi. C'est une licence avec Delcourt. C'est la BD Solo.
Je l'avais marqué, c'était ma prochaine question. Vas-y, pose ta question. Non, mais j'avais pas. Je voulais Solo, en point savoir plus d'interrogation. sur Solo. Voilà. Alors Solo, c'est une bande C'est un dessinée gros projet, d'Oscar du coup. Martin. Ouais, c'est un énorme projet, c'est le plus gros projet qu'on a jamais fait. Donc on travaille avec Kaedama, la team Kaedama. C'est essentiellement pour l'instant, au tout début, quand tu bosses à 4, tu as toujours un initiateur d'idées ou de concepts. Là pour le coup c'est Théo qui a pris le projet à Blackboard avec Corentin, tous les deux. Donc Théo et Corentin qu'on a vu hier, qui nous ont représenté les évolutions, etc. Et en fait c'est un jeu à campagne. Ça va être un gros jeu, on va plus être dans les 45-50 €, mais c'est un jeu à campagne mais que tu peux refaire en fait parce qu'il y a plusieurs objectifs, mais tu vas devoir faire plusieurs parties dans la campagne pour pouvoir arriver à tes fins en fait, avec un objectif commun qui est d'aller jusqu'au bout. Mais tu as des objectifs, tu dois réussir les parties pour y arriver en fait. Donc ta campagne peut s'arrêter à la deuxième partie alors qu'il en fallait 5, tu vois, donc il faut vraiment réussir. Et l'idée c'est un jeu de survie en fait. Donc en fait Solo, la bande dessinée, pour situer un petit peu la bande dessinée qui en fait n'a même pas besoin de jouer. En fait l'idée c'est qu'on utilise un univers qu'on a adoré. Et quand je fais une licence en fait, moi je le fais essentiellement pour valoriser le travail qui a été fait en amont par les gens qui ont créé un univers. Donc au fait de là à ce qu'on s'appuie sur la BD, c'est inutile pour ce genre de jeu. Donc, la BD elle est là, et puis ça a été conscient quand j'ai signé avec Delcourt. Je leur ai dit on va pas faire un goodies de la BD. Là j'utilise l'univers, je le tire, ce serait un jeu issu de l'univers de Solo. Mais ce projet Solo c'est vraiment un jeu à part entière, un type de jeu que je voulais faire, et dans cette BD j'ai ressenti en fait ce jeu que je voulais faire en fait. Et c'est un univers post-apocalyptique où tous les animaux sont humanoïdes, t'as des souris, en fait Solo en fait c'est un personnage de la BD qui est tout seul et qui se retrouve parfois dans des villages de souris. C'est une souris humanoïde super costaud qui doit se battre pour survivre, qui doit trouver des ressources, etc. Tout au long de la BD, le mec il fait ça, et, enfin, tu crois qu'il va crever et en fait pas, etc. Et en fait c'est ce que je veux qu'on ressente dans le jeu en fait, avec des hauts et des bas, du danger en fait. Donc vraiment de l'attention sur des parties, donc et pas des parties. Figurines du coup. Non, que jeu de plateau. Que jeu de plateau. Donc voilà, des vraies sensations de survie. Et le projet il est génial, quoi. Il est juste énorme. Et donc on le sort pour SN 2021. Donc ça aurait été un projet qui a duré sur 3 ans. 3 ans et demi de travail, quoi. Donc, qui sera arrivé à maturité, pris le temps de. Ça commence à arriver à maturité là, sur le concept général, sur les bases du jeu. Il y a encore énormément de réglages. Et là on va vraiment partir à fond sur le travail de campagne en fait. Donc là la mécanique générale est trouvée et on part sur le thème de campagne, et là il va falloir faire énormément de travail là-dessus. Mais Solo en fait, graphiquement parlant, pour ceux qui vont chercher, il faut taper Solo Oscar Martin pour que vous voyez les illustrations. C'est parce que c'est ça que je vais aller piocher en fait. Je vais utiliser tout cet univers là. C'est un univers qui est juste exceptionnel. L'illustrateur, pour vous dire, en fait l'illustrateur c'est l'illustrateur de la bande dessinée de Tom et Jerry. Ah oui. Ni plus ni moins. Ouais, le mec est juste un peu bon, quoi. Et c'est un talent de dingue. Et je voulais utiliser tout ça, toute cette matière pour en faire un jeu, quoi. Et en plus de ça, thématiquement, ça colle à mort avec le jeu de survie, avec le jeu à campagne et tout. Donc voilà, ça c'est Solo. Et ça arrive dans loin, mais ça arrive. Maintenant, Antoine, on va parler de toi, la partie que personnelle. Et heureusement, il reste que 5 minutes pour aller retourner sur le salon. Donc ça me va très très bien. Alors, tu m'as dit hier soir que le lieu où on se trouve aujourd'hui, où on s'est donné rendez-vous, qui est le marché de Fortville, de Cannes, est un lieu chargé d'histoire pour toi. Peux-tu m'expliquer? Putain, j'aime pas parler de moi. Tu vois, je suis déjà rouge là. Mais c'est pas grave. Non, parce que c'est mes défunts grands-parents habitaient à Cannes. Ouais. Et le lieu, là, le café dans lequel on fait l'interview, en fait, on y venait tous les matins. De toute l'année, ma grand-mère en fait venait tous les matins, elle s'asseyait sur cette table-là, qui d'ailleurs qui est usée, je crois que c'est elle qui l'a usée. Et tout le monde l'appelait Mireille, c'était pas son prénom, mais voilà, elle était connue sur le marché entier, etc. Et c'était chez elle, quoi. Et chez mon grand-père, qui pouvait plus marcher, parce qu'il a eu des problèmes pendant, on appelle ça la Seconde Guerre. Ouais. Et voilà, il pouvait plus marcher, et puis son mini-scooter déambulateur génial, et il se trimballait et tout, etc. Il gueulait partout, il avait une voix énorme et tout. Et en fait, ce lieu-là, en fait, que j'ai venu très 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 souvent les voir, même vraiment quasi systématiquement pendant les vacances, les voir ici. Et je passais du temps, et j'ai fait les compétitions de bridge dans le coin avec mon grand-père qui était partenaire, etc. Donc c'était top, quoi. Donc comme mon grand-père m'a initié au bridge, je faisais partie du club de... Pendant les vacances, je venais jouer au club de bridge du Canet.
Donc Cannes, il y a une grosse histoire. Et ce lieu-là, en fait, on venait prendre notre café tous les matins. Donc voilà, mais c'était vraiment ça. Moi, je prenais pas de café à l'époque, mais je crois que le café, ça vient peut-être de là. Ça me permet d'enchaîner du coup. Le café, tu me dis que tu es capable d'en boire une dizaine par jour. C'est un fil conducteur de ta journée en fait. Ouais, grave, mais je suis addict, hein. C'est une vraie drogue. Hein. Je pense vraiment qu'il faut mettre ça au même niveau que de l'alcool, enfin des vraies drogues. J'ai essayé d'arrêter, c'est super complexe. Non mais vraiment, mais en fait c'est une drogue qui m'est bénéfique en fait. Dans le sens où j'ai eu des problèmes de santé issus à des gamelles, trauma crânien, machin. Et en fait j'ai un problème, là, les gens ont vu que j'avais une cicatrice, c'est que j'ai une veine mal placée, qui s'est mal replacée suite à une opération et qui me crée des migraines énormes. Et depuis que je suis devenu addict au café, en fait, j'ai plus de migraines du tout. Mais du tout. J'ai jamais eu une vraie migraine. Et en fait, ça a un aspect vasodilatateur. Donc en fait, ça m'aide à mieux vivre mon addiction. C'est ton médicament fil conducteur, on va dire. Ouais, mais vraiment, en fait, et je le revois sur les salons, j'ai pas le temps de boire des cafés, etc. Et milieu d'après-midi, j'ai une barre qui arrive pleine tête. Donc voilà, mais c'est le café, en fait, la gamme Coffee Break, ça pouvait pas être autre chose, quoi. J'ai entendu il y a quelque temps que ton voyage au Népal t'avait marqué. Ouais. Peux-tu nous raconter cela et si tu as un message à donner, que serait-il? J'avais passé ce genre de message dans la radio des jeux, c'est vrai. Ouais. Non, en fait, c'était vachement plus récent, le voyage au Népal. Mais en fait, le voyage au Népal, c'est il y a 2 ans, je me suis marié avec ma femme qui, elle, a travaillé au Népal dans une école pendant ses études. Donc elle avait un lien fort avec le Népal et moi j'avais un lien fort avec juste le trek, avec la rando. Je suis un gros randonneur et en fait c'est elle qui m'a emmené au Népal. On est parti faire un trek au Népal, mais le hasard a fait qu'à l'époque j'étais indépendant. L'association dont on fait partie, plus ou moins, on est très en lien avec cette association-là, où ma femme en a fait partie pendant très longtemps, avait besoin d'aller visiter une école avec laquelle on travaille. Et moi j'étais dispo, j'étais sur place, et donc en fait tout le monde est rentré, tous les potes sont rentrés, et moi je suis resté 2 semaines de plus, et je suis parti en montagne visiter une école qui est en montagne, à 3 jours de marche. Il n'y a pas de... Hormis hélicoptère, tu peux pas y aller qu'en marchant 3 jours. Donc c'est vraiment... Voilà. Et les 2 premières semaines, c'était top, c'était entre amis, mais ces 2 semaines-là, en fait, dans la montagne avec les Népalais, sans voir une tête blanche pendant 2 semaines, je crois que ça a marqué ma vie de manière définitive, en fait. Tu vas chez des gens, les seules loupiottes qu'ils ont de lumière le soir, c'est un mini panneau solaire que le gouvernement leur a offert. Et tu pars le matin, tu veux leur payer la nourriture qu'ils t'ont donnée le soir et ils t'insultent parce que, en fait, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais un affront, je t'ai invité chez moi, etc. Et tu vois la vraie gentillesse, tu vois les vrais sourires des gens. Les vraies valeurs. Et des vraies valeurs, en fait. Et c'est des trucs qui te marquent à vie. Et donc voilà, donc le Népal, si j'ai un truc à conseiller aux gens, c'est voyager, arrêtez de voir le bout de votre pif, quoi. Il bougera pas, enfin, tu vois, il restera au même endroit à votre nez, quoi. C'est ces derniers temps, en plus, je le vois vraiment avec les grèves, avec les machins. Certes, c'est très important tout ce qui se passe, il faut que ça se passe, mais au-delà, oubliez pas le reste, quoi. En fait, l'idée, c'est on s'attache énormément à nos petits problèmes parce que c'est facile. C'est très facile d'essayer d'améliorer son niveau de vie. C'est très facile de trouver peut-être un travail complémentaire. C'est très facile de faire des choses pour soi et à titre totalement égoïste, en fait. C'est vraiment pas personnel. Pour moi, c'est égoïste. Mais l'égoïsme, parfois, est bon. Hein. C'est bien aussi de se préserver. C'est bien de... Il y a une forme d'égoïsme qui peut être super bon. Mais vraiment, le voyage et la découverte... ça peut être un paysage, ça peut être la sérénité que tu trouves à un endroit sur Terre que tu ne trouveras jamais chez toi. Mais ça peut être aussi le contact humain avec les gens. Je suis quelqu'un qui est super solitaire, qui a très peu de contact avec les gens. Et si ce voyage-là m'a apporté quelque chose, c'est savoir se connecter à d'autres, en fait. Alors qu'avant ça, j'étais incapable d'aller vers les gens. Comme disait le Bruno, il est incapable d'aller vers les gens. Et en fait, je crois que j'ai eu ce déclic à ce moment-là. Et vraiment, c'est quelque chose d'essentiel. Voyager, putain, arrêtez de rester... La France, c'est cool, hein. Oui, mais on a une société occidentale qui est très développée et on se rend compte que, moi je l'ai vécu comme toi, c'est pour ça que ça m'a marqué et que je voulais te poser cette question. On se rend compte que d'aller chez des gens qui n'ont rien et qui sont prêts à tout te donner,
ça te remet beaucoup en question et ça te met un gros coup de pied au cul sur toi, tes valeurs, ce que tu penses est important. En fait, les valeurs et puis surtout sur l'essentiel. Oui. Aujourd'hui, sur l'essentiel, alors certes, bouler d'éditeur, c'est des larmes, c'est des joies, c'est de la joie, c'est des pleurs. On est dans un milieu capitaliste. J'utilise ce milieu capitaliste pour arriver à mes fins, tu vois. Mais et j'en parle rarement parce que finalement, maintenant, c'est ancré en moi. En fait. Avant, j'essayais d'en parler parce que j'avais besoin de mettre des mots là-dessus. Qu'est-ce que j'ai vécu? Merde. Il y a un truc qui m'a mis une baffe monumentale pleine tronche. Et là, maintenant, en fait, c'est ancré et en plus, ces derniers temps, je reparle à ma femme et je suis en train de le glisser tranquillou parce qu'il faut que je reparte là-bas. J'ai besoin de repartir là-bas. Et j'en parlais avec mon grand frère qui, lui, en fait, a fait le tour du monde. Il a besoin de voyager à plusieurs endroits. Pour lui, il m'a posé la question. Il me fait, mais c'est bon, tu l'as fait le Népal, va voir autre chose. Non, j'ai pas fini. C'est pas fini, en fait. J'ai besoin de retourner là-bas. Et je le ferai quand je pourrai avec les enfants, avec l'argent, parce qu'il faut de l'argent pour voyager, etc. Mais il y a encore un truc qui est là-bas qui doit se passer. Je sais pas quoi, j'en sais rien. Tu vas dire, va me prendre pour Bouddha, j'en sais rien. Mais c'est essentiel en fait. T'as un contact humain qui s'est fait là-bas que j'ai pas ressenti quand on est allé en Thaïlande, quand on est au Cambodge. Il y a des choses énormes qui se sont passées. Mais je sais pas pourquoi. Là-bas, il s'est passé un truc. Et peut-être que c'était à la montagne aussi parce que ça me parle. Peut-être que c'était le peuple népalais, qui est un des peuples du monde qui souffre le plus en silence. Le Népal serait pas là si l'Inde et la Chine se tapaient pas sur la gueule. Enfin, il y a énormément de choses. Et quand tu apprends les choses sur place par les gens de sur place, et il y a une rencontre qui est juste énorme. Si tout le monde, je sais pas si tu as vu le film Himalaya, l'enfance d'un chef. Et dedans, t'as Tenzin, le petit vieux, le bourru et tout. Et je l'ai rencontré au Népal. On était dans un village, j'en parle et tout, etc. Et le guide népalais avec qui j'étais, il dit, mais tu sais qu'il habite ici. Quoi, et là, par texto, 30 secondes, une demi-heure après, il se pointe, quoi. Le petit vieux, habillé pareil comme dans le film et tout. Et je suis resté scotché. Et quand il est reparti, j'ai lâché 3 larmes. Je me suis dit, mais merde, c'est un mec qui a guidé, qui m'a fait grandir et qui m'a fait découvrir le Népal via un film, en fait. Et au final, on a parlé pendant des heures. Le mec, il m'a expliqué plein de choses. Et une grande partie de l'argent qu'il a gagné, il a racheté une ferme de yak pour la sauver. Il a réinvesti l'argent partout dans son village, etc. Il n'a pas gagné un copec. Il s'était acheté un appart et puis il l'a revendu 2 ans après parce que ça l'emmerdait. Enfin, il se dit, pourquoi j'ai acheté un appartement dans ma ville? Donc il l'a revendu puis il a utilisé l'argent pour faire autre chose. Donc, mais ça, tu le vois pas partout. Surtout pas dans nos sociétés occidentales, la communauté... Tu peux le voir, mais c'est unique. Là, tu vois les gens, ils reverrent... Enfin, s'il n'y a pas une unité qui se crée chez eux, tout se pète la gueule, en fait. Oui. Chez nous, il y a des individualités qui vont réussir énormément, qui vont faire je vous largue une partie de ce que j'ai gagné. Là, c'est qu'ils vivent entre eux. Enfin, tu vois, vraiment, ils vivent tous en commun, en fait. Et l'unité fait qu'ils arrivent à vivre, en fait. Mais s'ils agissaient individuellement comme nous on le fait, ça serait pas possible. Voilà, c'est ça. Parce que c'est... je suis désolé de le dire de cette manière-là, mais pour trop de gens, pour beaucoup trop de Chinois, pour beaucoup trop d'Indiens, les Népalais, c'est des sous-merdes. Ouais. Et de le dire me fait mal, quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est super important de prendre conscience que parce qu'un jour on a décrété que ce peuple-là devait souffrir, et que de toute façon il valait rien, c'est le système des castes, les high castes, les low castes, etc. C'est des trucs qui sont censés être abolis alors que pas du tout, etc. Donc c'est vraiment, il y a des endroits je pense sur Terre, et je te dis pas d'aller au Népal absolument, mais je pense qu'il y a des endroits sur Terre qui sont là pour te rappeler qui tu dois être en fait, qui t'es, vraiment. En gros t'es juste un parmi tant d'autres, mais en fait qu'il faut savoir vivre en unité. Et l'idée c'est ça en fait. C'est cet échange en fait là que tu peux avoir, qui peut t'apporter ces choses-là. Si tu vas pas le chercher, tu peux pas l'avoir. Tu peux avoir les livres, tu peux avoir les films, tu peux avoir les trucs, mais ça en fait pour moi c'est juste le starter en fait, c'est le starting block qui fait que tu as envie d'y aller en fait. C'est jamais ça pourra t'apprendre que ce que tu pourras apprendre sur place. Et je te parle de ça même en France où tu peux aller dans des endroits qui vont t'apporter des choses. Il n'y a pas besoin d'aller loin, il n'y a pas besoin obligatoirement d'argent. Moi ça a été le Népal. Pour d'autres ça peut être autre chose, ça peut être juste un déclic quoi. Vivre l'expérience
d'une personne qui s'est investie dans une association pour les SDF, etc., si tu fais pas l'effort d'aller le voir, moi je l'ai pas fait, je sais pas du tout ce que ça peut être, mais je prends un exemple de quelque chose de fort. Il y a des gens comme ça qui dédient leur vie aux SDF, il y a des gens qui dédient leur vie aux gens qui n'ont pas de travail, etc. Et je pense qu'il faut parfois aller gratter aux portes et demander aux gens, je peux vous aider juste pour voir, quoi. Et parfois tu peux en tirer un bénéfice tellement énorme. Et encore une fois, c'est de l'égoïsme, parce que le bénéfice tu en tires pour toi, pour toi-même, ta propre personne. Mais en faisant ça, tu as donné. Donc au final, en fait, l'équilibre il se fait comme ça. Et je pense que cet équilibre doit se faire en fait au niveau de la terre entière, et ça se fera jamais. C'est ça qui va causer notre perte totale et irrémédiable. Et je pense que c'est trop tard déjà. Mais vraiment, c'est super dur de le dire. Mais je te parle pas d'écologie ou quoi que ce soit. Mais on est en train de foncer dans un mur total. Et je pense que c'est beau de le dire, mais après, est-ce que ce soit fait un jour, j'en sais rien. On va peut-être couper ce truc-là. C'est bien. C'est ça qui est bien. Et de le dire me fait mal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est super.